Merci, Monsieur le Préfet. Je propose au président Jeantet de répondre aussi à cette question introductive, donc sur le terrain, à la suite des initiatives que vous avez prises en particulier, favorable à des discussions positives sur le sort de ces lignes. Oui, alors premier point, un peu la description, comme l'a dit le préfet Philizot, une hétérogénéité très forte. C'est pour ça que ce vocable desserte fine du territoire, en fait, est très très large comme acception du réseau lui-même. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il est égal à ce qu'on appelle les UIC 7 à 9. C'est vrai que la segmentation UIC 7 à 9 est une segmentation technique, qui représente le poids des trains qui passent chaque jour sur une ligne donnée, et donc est une représentation qui représente plutôt une approximation du niveau de maintenance qu'il faut y faire, et qui ne représente pas une segmentation de l'usage. Je donne des exemples. Il y a au moins 4 typologies qu'on peut voir sous ces UIC 7 à 9 d'aujourd'hui, telles qu'elles sont classées aujourd'hui. Des maillons de grands axes nationaux, par exemple La Roche-sur-Yon-Bordeaux sur l'axe Nantes-Bordeaux. Des lignes concourant à la desserte du réseau des villes régionales, je pense par exemple à Rennes-Saint-Malo ou à Marseille-Briançon. Des lignes à caractère périurbain, voire urbain, comme l'a rappelé le préfet Philizot. Je citerai aussi Strasbourg-Lauterbourg, par exemple. Et enfin, des lignes de desserte vraiment rurales. Et donc, on voit bien qu'il y a une typologie extrêmement variée, extrêmement différente. Ça se retrouve d'ailleurs dans le nombre de circulations, puisque le nombre de circulations de trains sur ces lignes va de, je dirais, un train par jour, ou à quelques unités de trains par jour, à 120 trains par jour. Et on a aujourd'hui à peu près 3/4 des lignes qui ont moins de 20 trains par jour, 36% qui ont même moins de 10 trains par jour, et puis évidemment, à l'inverse, 1/4 de ces lignes qui ont plus de 20 trains par jour. Donc on voit une typologie extrêmement différente. Alors en effet, on avait, à la demande de la ministre, fait un rapport sur l'état de ces lignes et sur les nécessités, les montants nécessaires ou les travaux nécessaires pour les remettre à un niveau nominal. Pas tout à fait un niveau nominal d'ailleurs, à un niveau nominal, mais en fonction de la pérennité qu'on voulait donner à ces lignes-là. Donc c'est un travail qui a été réalisé, qui a été rendu à la ministre le 31 juillet, qui a été partagé avec les régions, je dirais en août, c'est plutôt en septembre, voire octobre, d'ici la fin de l'année dernière, je vais dire. Qu'est-ce qu'il montre il montre qu'en effet... alors d'abord, premier point, je veux dire, c'est ces lignes sont maintenues. L'entretien courant est réalisé. Il est réalisé parce que sans ça, on déraille. Et quand il n'est pas suffisant, on baisse la vitesse de circulation des trains de telle manière à ce que la sécurité soit assurée sur toutes ces lignes-là et qu'il n'y ait pas de déraillement de train, pour être très clair. Alors, force est de constater qu'aujourd'hui, on a à peu près 50... Alors, c'est 12 000 km de lignes UIC 7 à 9. Sur ces 12 000, vous en avez 9 000 qui sont avec voyageurs. Vous en avez 3 000 qui sont fret, capillaire fret. Et dans ces 9 000 avec voyageurs, il y en a 2 000 sur lesquels il y a aussi des circulations fret. Voilà pour juste camper le décor. Et sur ces... Avec un tonnage qu'on ne connaît pas spécialement. Pardon ? Avec un tonnage qu'on connaît un peu c'est du capillaire fret, donc c'est un tonnage assez faible. Alors, dans les 2000, évidemment, dans les 2000 km, on ne passe pas au-dessus de 7, donc c'est peu de circulation fret. Mais c'est quand même des circulations fret, qui sont souvent essentielles pour désenclaver telle carrière, telle usine qui n'est pas dans un tissu industriel. Alors, aujourd'hui, on a à peu près 50% de ces 12 000 km qui ont des limitations temporaires de vitesse. Ou de vitesse d'ailleurs, ou définitives, des limitations de vitesse. Donc ça, c'est un vrai sujet. Deuxièmement, cet entretien, c'est comme une voiture, cet entretien courant est réalisé, mais à un moment donné, ça ne suffit plus l'entretien courant. À un moment donné, une voiture, quand elle commence à avoir plusieurs centaines de milliers de kilomètres, même voire avant, de temps en temps, il faut changer le moteur, il faut changer la boîte de vitesse, il faut changer, etc., etc. Donc, sur les petites lignes, c'est la même chose, sur les grandes lignes aussi d'ailleurs. Il faut donc rénover le réseau. Et c'est de ça dont on parle. C'est ce niveau de rénovation nécessaire pour remettre ces lignes à un niveau nominal de fonctionnement. Mais on va revenir dessus. Donc voilà en gros, en quelques mots, ce qui était dit. Et dans ce rapport, en gros, si on voulait ramener ça à un niveau nominal, il faut à peu près investir de l'ordre de 600 à 700 millions d'euros par an. Alors, une fois que j'ai dit ça, c'était pour le mettre au niveau nominal. Après, évidemment, ce qui me paraît extrêmement important, c'est qu'il faut partir de l'usage. Et donc, on va revenir sur ce sujet-là. C'était à l'origine de ce kit méthodologique qu'on a produit. C'était de dire on ne peut pas
il faut optimiser le système. Quand on a 10, 20 trains par jour, c'est pas la même chose que quand on en a 100. Et donc, on a établi ce kit modélique avec un objectif, c'est de dire il faut qu'on ait une approche évidemment partenariale avec les régions pour définir le niveau de service, pour définir le programme, et à partir de là, essayer d'optimiser les coûts de l'ensemble de ce système-là pour qu'on fasse ça, pour qu'on fasse des rénovations qui soient adaptées à la circulation réellement voulue. Et c'était le sens de ce guide-là, qui est donc approche partenariale avec, on part de l'usage, quel type de circulation veut-on mettre, et à partir de là, deuxième point, on a un catalogue je dirais de bonnes pratiques qu'on a déjà d'ailleurs pour beaucoup d'entre elles réalisées dans différentes régions, mais on voulait les nationaliser un peu d'une certaine manière, enfin les montrer à tout le monde, et de telle manière à baisser le coût de ces rénovations pour arriver à des montants nettement inférieurs à celui que je viens de vous citer. Et c'est l'objectif qu'on se fixe avec les régions, d'essayer de baisser ligne par ligne. Alors après, c'est une analyse ligne par ligne, hein, c'est très clair. Il n'y a pas de solution générale. Et deuxième point, dans ce catalogue, il y a des suggestions, des mesures qui sont des mesures d'innovation. Donc toutes ne sont pas homologuées, il faut les travailler de telle manière à ce qu'on avance justement dans des idées supplémentaires, nouvelles. Certaines sont empruntées à ce qui est fait dans d'autres pays, d'autres sont plutôt de la technologie plus moderne, comme tout ce qui est système de signalisation avec le digital qui existe aujourd'hui, qui n'existait pas il y a quelques années, etc. Donc on a un catalogue de différentes mesures. Certaines sont déjà appliquées, d'autres sont des innovations. Et c'est ça qu'il s'agit maintenant de mettre en œuvre avec comme objectif final d'essayer de rénover ces lignes en baissant évidemment les coûts pour que l'ensemble de la collectivité optimise ses financements et que le système ferroviaire de ces lignes, des dessertes fines du territoire, qui est, comme je le disais, très varié, soit efficace. Merci. Je voudrais passer la parole à Jean-Luc Gibelin, à nos élus, et puis très vite ensuite à Michel Neugnot. Est-ce que vous aussi, je rappelle que vous êtes vice-président du Conseil régional d'Occitanie, en charge des mobilités, des infrastructures de transport. Bon, est-ce que vous considérez que les outils dont vient de parler Patrick Jeantet, et qui sont mis à votre disposition, apportent réellement, et puis les décisions qu'on a évoquées tout à l'heure, les évolutions des choses, apportent des solutions sous-jacentes? Bonjour. Est-ce que ça apporte des solutions? En l'état actuel, non. La réponse est non, carrément. En l'état actuel, non. Je vais juste prendre les exemples de la semaine dernière et de cette semaine. Depuis plusieurs jours, on ne peut plus avoir de train entre Cahors et Toulouse parce qu'il y a une suspicion d'avoir un -1 degré dehors et que du coup, on ne peut plus faire circuler. La préfète du département de la Lozère interdit les transports scolaires depuis le début du week-end à cause de la neige, et un train est bloqué par la neige, alors que, me semble-t-il, les trains circulent dans les Alpes, en Autriche, en Suisse. Donc l'état des lieux, la situation aujourd'hui, c'est celle-là. Nous avons de grandes difficultés à l'échelle de la région Occitanie. Nous avons sur notre territoire 52% du maillage qui est dans ces lignes de desserte fine. Et sur cet aspect, moi, je partage l'appréciation du président Jeantet, c'est que je pense que le terme desserte fine n'est pas simplement qu'un mot nouveau, mais c'est aussi une notion d'aménagement du territoire, parce que pour nous, c'est vital, cet aménagement du territoire. Si nous devions demain être avec un réseau amputé de 52% parce que petite ligne, c'est toute la logique de la desserte du territoire qui est remise en cause. Donc il n'y a pas à faire la fine bouche ou à se dire est-ce que c'est utile ou pas utile. C'est utile, et ça renvoie à une question fondamentale pour nous. C'est bien celle du maillage du territoire et pas celle simplement du transport de masse. Bien sûr que nous avons besoin du transport de masse. Le préfet Villizot, à juste titre, prenait l'exemple de l'étoile toulousaine, et à ce niveau-là, nous sommes dans du transport de masse. Mais à l'échelle de la région Occitanie, nous avons aussi besoin du transport de proximité, et donc de dessertes pour lesquelles, le nombre de voyageurs ne se compte pas en milliers, mais la place et le rôle social pour ces territoires est particulièrement important. Et dire qu'on le renvoie sur la route, ce n'est évidemment pas la bonne solution. On va